un esclavisé, depuis le Code noir de 1685, un esclavisé est un homme ou une femme qui est considéré comme un bien meuble, c'est-à-dire comme un objet. C'est ça la définition d'un esclavisé, et qui est utilisé pour travailler et pour faire vivre certains qui les dominent. Les femmes esclavisées, ce sont celles qui souffrent le plus de la violence de la société esclavagiste. Alors pourquoi est-ce qu'elles souffrent le plus de la violence de la société esclavagiste? Parce qu'elles ont un double poids sur les épaules. Le premier poids, c'est celui d'être esclavisée, et le deuxième poids, c'est celui d'être femme. Puisque dans la société esclavagiste, c'est une société extrêmement hiérarchisée. Vous avez tout en haut de la pyramide les blancs, une catégorie intermédiaire qu'on appelle les libres de couleur, qui sont libres certes, mais qui n'ont pas les mêmes droits que les blancs. Et puis vous avez tout en bas de la pyramide les esclaves, et je vous ai donné la définition de ce qu'était un esclavisé tout à l'heure. Et une femme, qu'elle soit blanche, qu'elle soit libre de couleur ou encore qu'elle soit esclave, ces trois catégories ont en commun de vivre dans une société profondément inégalitaire et une société où, encore plus qu'aujourd'hui, l'homme domine. Donc c'est ce double poids dont je parlais sur la femme esclavisée. En fait, comme dans toutes les sociétés humaines, les femmes esclavisées, elles ont eu le choix entre deux positionnements, soit la préservation, soit la résistance. Et celles qui ont choisi la résistance ont mis en place un certain nombre de formes de résistance au système esclavagiste. La première forme de résistance, c'est ce qu'on appelle l'accommodation. C'est-à-dire, c'est une stratégie pour ces femmes esclavisées de sortir de leurs conditions serviles. Et cette stratégie, elle consiste en fait à faire en sorte soit d'acheter leur liberté, soit d'obtenir un affranchissement du maître ou de la maîtresse. Alors comment affranchissement soit légal, soit ce qu'on appelle un affranchissement de savane, c'est-à-dire être libre de fait, mais sans acte d'affranchissement légal. Et comment est-ce qu'on obtient? Elle pouvait obtenir et arriver à la réussite de cette stratégie, eh bien, c'était d'être au plus proche du maître ou de la maîtresse. Et comment être au plus proche du maître ou de la maîtresse? C'était soit de travailler comme domestique à la maison du maître ou de la maîtresse, ou encore devenir la concubine du maître, ou de lui faire des enfants, être la mère de ses enfants. Et on estime que 60% de ces femmes qui ont choisi ces stratégies d'accommodation, 60% sont issues du métissage. C'est-à-dire sont soit des capresses, soit des métisses ou des mulâtresses. La première façon d'échapper au travail, c'est ce qu'on a appelé la stratégie de la non-acceptation, le refus du travail. Ça passe par l'absentéisme, ça passe par les retards, ça passe par les simulations de maladies. Et ça passe beaucoup et surtout par la lenteur au travail. Alors la lenteur au travail, en fait, c'est une forme invisible de refus du travail, mais elle est très très généralisée. Et puis vous avez également une autre forme de non-acceptation du travail, ce sont les agressions verbales et physiques de la part de ces femmes esclavisées. Et d'ailleurs, les historiens, notamment américains, qui ont beaucoup travaillé sur les témoignages d'esclaves aux États-Unis, ont mis à jour le fait que les agressions physiques et verbales étaient plus le fait des femmes que des hommes dans la société esclavagiste. Ce sont effectivement, cette autre catégorie de résistance, ce sont les attaques sur leur propre personne, qui représentent là des instruments de travail. Donc c'est punir le maître que de s'attaquer à sa propre personne. Et ça passe bien évidemment par les suicides, par les infanticides et par les avortements. Donc d'abord les suicides, les femmes se suicident plus que les hommes dans la société esclavagiste. Et puis on a constaté aussi
que les femmes qui se suicident le plus, c'est ce qu'on appelle les africaines ou les Congos, c'est-à-dire les nouvelles arrivées. C'est elles qui sont les plus nombreuses à se suicider. Souvent, dans leur suicide, eh bien, elles peuvent également ajouter les enfants, donc faire ce qu'on appelle des infanticides. Et puis le suicide chez les esclaves, c'est aussi l'espoir de retourner, selon les croyances animistes de l'ouest de l'Afrique, c'est retourner sur la terre de ses ancêtres, pouvoir retourner sur la terre de ses ancêtres par le biais de la mort, et aussi en devenant un esprit, de pouvoir retourner torturer celui qui l'avait poussé au suicide. La mère a noyé ces deux petites créatures dans un endroit où il n'y avait presque autre chose que de la vase. Elle les a retenues sous ses genoux jusqu'à ce qu'elles aient été asphyxiées, et elle-même se serait noyée si on n'était pas arrivé à temps pour l'en empêcher. Une esclave, Marie, est si maltraitée qu'elle s'enfuit avec un nègre et lui demanda de lui couper le cou avec une serpe après qu'elle ait bu une bouteille de tafia, parce qu'elle ne pouvait plus supporter les cruautés de son maître. Ensuite, vous avez, je vous l'ai dit, les avortements. Alors les avortements sont également très nombreux sur les habitations et ce n'est absolument pas négligeable comme forme de résistance, puisqu'elles avortent pour empêcher au maître d'avoir accès aux potentiels instruments de travail que pourrait devenir l'enfant. En 1824, le colon Pierre de Sales, dans son journal intime, dit « Il m'a dit, de plus, que tous les ans, nous avions 8, 10, 12 et 14 grossesses, mais que les négresses faisaient couler leurs fruits, qu'il était à la connaissance de tout l'atelier que Marie-Jeanne venait tout dernièrement de détruire son enfant. En effet, on l'a crue grosse, elle avait un ventre énorme, qui, un beau matin, a disparu au grand étonnement de tout le monde. » Alors bien sûr, on s'attaque à l'outil de travail du maître et au maître lui-même. Alors ça passe par les incendies, mais je vais surtout, si vous permettez, m'appesantir sur les empoisonnements. Les empoisonnements, c'est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre les résistances des esclavisés, notamment des femmes à la Martinique. Dans les procès pour empoisonnement, 90% de ces procès impliquent des femmes. Donc c'est essentiellement les femmes qui empoisonnent. Alors elles empoisonnent et elles peuvent empoisonner du bétail, quelquefois un cheptel entier. Elles peuvent empoisonner des hommes, c'est-à-dire le maître, la famille du maître, et puis ou la maîtresse, et elles peuvent empoisonner aussi des esclaves qui seraient peut-être trop proches du maître. En tous les cas, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur aux colons. Et lorsque ces femmes sont prises et que les preuves sont suffisamment évidentes, eh bien, elles peuvent être condamnées à mort. Et cette condamnation à mort est particulièrement horrible au XVIIIe, voire jusqu'au XIXe siècle, puisqu'elles pouvaient être brûlées. La condamnation à mort, c'était le bûcher. La négresse Agathe, dite Mallet, du nom de son pays, appartenant à Madame de Chonfleur, taille moyenne, assez cormulée, peau rouge, les yeux très gros et hors de la tête, les sourcils bien arqués, le nez petit et pincé, la lèvre inférieure un peu grosse et les joues un peu enflées, est marronne depuis 3 semaines. L'on présume qu'elle est en ce bourg, cachée chez les négresses de journée. Ceux qui la feront conduire à la première geôle sont priés d'en donner avis à mademoiselle Cheneux, qui en paiera la prime. Alors le marronnage aussi, c'est quelque chose d'assez fréquent. Il y a une chose à dire évidemment, c'est que le marronnage, il faut le définir simplement en disant que les esclavisés, et là notre propos c'est les femmes, le but pour ces femmes, c'est d'échapper au travail, c'est d'échapper à l'esclavage, c'est d'échapper
à la dureté de l'esclavage, c'est pouvoir se déplacer librement, c'est pouvoir faire ce qu'elles voulaient de leur vie, et puis souvent c'est d'aller retrouver des proches et de prendre leur vie en main. Les femmes marronnent moins que les hommes. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument savoir, tout simplement parce que en fait, les femmes ont cette possibilité, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'accommodation, cette possibilité d'acquérir la liberté par les voies de l'accommodation plus aisément que les hommes. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ces femmes, lorsqu'elles s'échappent, lorsqu'elles sont marronnes, elles vont en ville, soit à Saint-Pierre, soit à Fort-de-France ou dans les bourgs. Et quelquefois des bourgs qui sont proches de l'habitation qu'elles viennent de quitter. Alors on pourrait penser, quand on parle de marronnage, que le marronnage c'est à la campagne, à la montagne ou dans la forêt. Alors oui, en Martinique, ça a été le cas, particulièrement au début de la période esclavagiste. Et puis, lorsque la société d'habitation, les sucreries, les habitations se sont développées, lorsque la population a augmenté, l'île étant très petite, eh bien, c'était beaucoup plus compliqué pour les marrons et les marronnes de se retrouver à la montagne ou à la forêt. Et puis, en plus, ces femmes, lorsqu'elles s'échappaient, elles pouvaient le faire seules, elles pouvaient le faire avec d'autres groupes de femmes, mais elles pouvaient aussi, elles le faisaient, ça arrivait avec des enfants. Et c'est très compliqué pour une femme de marronner dans la forêt ou à la montagne où il faut se déplacer régulièrement et pour pouvoir se nourrir correctement, notamment avec des enfants. Donc en fait, le marronnage féminin, il est urbain et essentiellement urbain. Comment est-ce qu'elles s'échappent, enfin comment est-ce qu'elles arrivent à se fondre dans la masse, dans la ville? En fait, la ville, elles s'y sentent en sécurité. Il ne faut pas croire qu'elles se cachaient, pas du tout. Elles y sont anonymes parce qu'elles se mêlent à la foule des femmes libres de couleur des villes ou des bourgs, et même quelquefois, elles utilisaient la stratégie de s'habiller comme ces femmes libres de couleur, avec du tulle sur le col, en mettant des bijoux, des grenats, en mettant des chapeaux à grands bords qu'on appelle des chapeaux d'Italie, donc pour ressembler à des femmes libres de couleur, où elles se mêlaient à ce qu'on appelle les négresses, qui se louaient. Il y avait des nègres et des négresses qui se louaient dans les villes, et elles se mêlaient à cette population des esclaves urbains. Donc elle n'était absolument pas cachée. Et puis elle bénéficiait, et ça c'est très important, de solidarité et de complicité. Il y avait notamment dans les villes des associations serviles urbaines qui se sont constituées et dont les objectifs souvent étaient d'aider les marrons et les marronnes à pouvoir fuir en toute quiétude, et ces associations serviles leur permettaient de se repérer dans la ville, elles pouvaient leur permettre de trouver un travail, les loger, etc. Alors on estime que la moyenne d'âge pour une marronne, c'est 29 ans à peu près, et le marronnage, en fait, il pouvait être très long, voire définitif, mais la moyenne, avant que ces femmes ne soient récupérées, enfin, ne soient mises de nouveau sur leur habitation, c'était entre 6 mois et 2 ans. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les femmes esclavisées, elles ont résisté, et cette résistance a pris des formes multiples et variées. Alors, cette résistance dont j'ai parlé, qui est une résistance quotidienne, une résistance de tous les jours, eh bien, elle n'a pas, évidemment, pendant presque 150 ans, mis en péril le système esclavagiste ou la société d'habitation. Mais ce positionnement-là de résistance a permis à ces femmes esclavisées d'agir et d'agir sur leur vie et de prendre leur vie en main et de ne pas être simplement des spectatrices de leur vie.